long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et je suis ravi de retrouver Shai et Antoine qui m'ont bien manqué la semaine dernière. Non, je mens complètement, j'étais en vacances, j'ai pas du tout pensé à eux. Mais en tout cas, je suis ravi de les retrouver. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire un focus. Alors, vous allez dire peut-être un de plus, peut-être encore, mais on va parler des Lakers parce qu'en fait, cette équipe, moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de la voir se construire sous nos yeux de match en match, que c'est une équipe en pleine évolution. Petit préambule, je pense que voilà, tous les trois, on était d'accord pour dire après le fameux trade de Luka Doncic que de toute façon, cette année, c'était pas grave, que l'objectif, que les Lakers avaient déjà gagné, sur le papier, avaient déjà gagné le trade parce que l'objectif, c'était d'être pertinent, on va dire, pour les années à venir en ayant fait venir un talent vraiment hors norme. Et à mesure que cette équipe joue, qu'on la voit se former un petit peu, j'ai l'impression que finalement, cette saison, elle est peut-être quand même intéressante. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut imaginer comme scénario optimum pour les Lakers, mais pour avoir vu pas mal des matchs avec Luka de cette équipe des Lakers, j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe qui peut poser pas mal de problèmes à beaucoup d'équipes. Et je suis un petit peu curieux de savoir, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu la chance de parler basket avec vous, ce que vous avez ressenti un petit peu en voyant match par match ce qui est en train de se dessiner du côté des Lakers. Je sais pas si ça vous fait comme moi. Ce qui me surprend le plus chez ces Lakers, c'est pas tellement Doncic est fort, il a du talent, il commence à s'intégrer dans l'équipe. C'est tout le reste en fait. C'est tout ce qui se passe autour de l'arrivée de Doncic, c'est-à-dire une équipe qui était plutôt perméable en défense, on va dire ça comme ça, qui avait pas l'air d'avoir les capacités pour aller très très loin en play-off. Un LeBron qui était extraordinaire statistiquement, mais qui semblait pas être capable de porter tout seul une équipe sur ses épaules. Une défense, maintenant, là, statistiquement, je trouve ça fou. On en a parlé un peu avec Antoine. Je reviens sur la défense parce que c'est le plus marquant, mais je les pensais pas capables de défendre comme ça. Je les pensais pas capables d'enchaîner les victoires. J'étais comme ce que tu disais, Théo, c'est-à-dire persuadé qu'on allait voir quelque chose se mettre en place sur cette dernière partie de saison et que l'important serait après. Mais là, les voir être, je vais aller jusqu'à dire outsider pour les finales NBA, c'était totalement inattendu pour moi. Et c'est même pas le cas de Doncic, alors c'est forcément lié à son arrivée avec tout ce qui s'est passé, mais on va en parler. Mais c'est vraiment tout ce qui se passe autour de l'équipe. La révélation qui est JJ Redick en tant que coach sur cette période-là aussi. Voilà. Moi, c'est le sentiment qui prime pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression que ça a créé un déclic, en fait. D'un coup, tout le monde s'est remis dans un autre mood. Il y a forcément eu de l'engouement autour de la franchise lié aux médias déjà, parce que quand ce trade il arrive, même s'il est choquant, toute la fanbase en fait est portée par un élan d'enthousiasme. Cette saison, ça devient du bonus, mais quelque part, quand ça devient du bonus, peut-être que ça enlève une forme de pression aussi, parce que là, quelque part, tu vois, il y avait toute une partie des médias, enfin du public et des médias qui se sont dit assez logiquement, les Lakers vont pas pouvoir défendre, ils ont pas d'intérieur. Tu vois, il y avait presque une excuse déjà pour la saison en cours. Et je pense que ça enlève une forme de pression. En même temps, tu as toute l'excitation de l'arrivée d'un talent aussi grand et il y a la mayonnaise qui prend tout le monde. Un peu, en fait, tu as presque des nouvelles bases tout en gardant la même équipe, mais en ramenant, c'est comme si en cours de saison, je sais pas, tu as un super joueur qui débarque dans ton club, tu vois, et tu te dis, ça change toute la dynamique. Tout le monde se remotive. Moi, je trouve que LeBron James, il n'y a pas de stats parce que il n'y a pas de stats qui vont le montrer parce que ces stats sont impressionnantes tout au long de la saison. Et elles sont particulièrement impressionnantes depuis qu'il a fêté ses 40 ans. Mais je trouve sincèrement que LeBron James a... Après, peut-être que c'est moi qui ai une lecture faussée, que c'est... mais le high test me donne l'impression que LeBron James est plus tranchant. Je l'ai revu faire des trucs que j'avais l'impression de plus le voir faire. Mais peut-être que je me trompe, tu vois. Mais prendre des rebonds offensifs, défendre plus fort... Même, j'ai presque envie de dire jouer des coudes dans la raquette. C'est-à-dire que bien sûr qu'il va toujours dans la raquette, qu'il va dans la raquette depuis 20 ans maintenant, tu vois. Mais la manière dont il le fait en jouant des épaules et tout, c'est quelque chose que je l'avais plus vu faire.
j'ai l'impression que lui aussi, quelque part, il est libéré parce que ses stats, elles sont presque assurées, en fait. Avec Luka Doncic, il sait que 4-5 fois par match, il a un panier facile offert. Il y a moins de pression sur ses épaules pour avoir la balle en main. Et du coup, je le trouve excellent quand il a la balle en main. Je le trouve excellent quand il n'a pas la balle en main. Je sais pas, vraiment, c'est une dynamique d'équipe. Donc, un peu comme toi, Shai, je dirais que c'est tout ce qu'il y a autour de Doncic. C'est la dynamique qui s'est créée avec l'arrivée de Doncic qui me laisse penser que cette équipe, elle a beaucoup de choses à jouer, en fait. Mais pour LeBron, tu te trompes pas visuellement. C'est évident. En fait, devant les matchs des Lakers, il fait des choses qu'il faisait plus. Et on pouvait même comprendre pourquoi il les faisait plus. Tu te dis, un mec de 40 ans, jouer des coups, défendre fort, c'était pas illogique qu'il s'économise parfois sur ce plan-là, surtout quand Tony Davis cachait pas mal les choses. Mais non, ça c'est pas toi qui a cette impression-là. Je pense que tout le monde peut constater que LeBron est transformé depuis quelques semaines déjà. Ben, je propose qu'on commence par LeBron parce que moi aussi c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Alors j'ai trouvé JJ Redick un peu quand même un peu flatteur en disant que LeBron était d'un niveau first team all defense. Néanmoins il est indiscutable qu'il est redevenu à un niveau alors élite. Le terme, est-ce qu'il est trop fort? Peut-être pas. En tout cas c'est redevenu un très très bon défenseur depuis l'arrivée de Luka Doncic. Moi, j'ai vraiment, que ça soit dans les aides, que ça soit même sur l'homme, il a retrouvé son impact qui avait pu être le sien durant les saisons où il était un MVP indiscutable, ou du moins durant celles dans lesquelles il était quasiment tout le temps dans la discussion pour le titre de MVP. Et quand vous disiez que vous aviez le sentiment de voir faire des choses que vous ne l'aviez plus vu faire depuis longtemps, moi, je vais peut-être aller un petit peu au-delà. C'est que moi, je l'ai vu faire des choses qu'il n'avait jamais eu besoin de faire, en fait. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, j'avais toujours salué l'intelligence de Dwayne Wade, notamment dans la deuxième saison des Heatles, quand il a accepté de laisser la balle à LeBron et il a accepté de devenir un danger sans le ballon, lui qui avait toujours porté la balle. Et là, ce que je vois sur ces matchs-là, c'est des situations où LeBron fait le même effort. Alors ça se traduit pas de la même manière. Dwayne Wade était vraiment excellent sur les coupes au panier notamment, mais quand tu parlais de rebond offensif, Antoine, moi c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment frappé, où il va se mettre dans le fameux dunker spot là, en gros en short corner, en attendant de voir ce qui se passe, et derrière il va jouer le rebond. Derrière, effectivement, c'est lui qui va mettre des tampons, des taquets pour essayer de prendre la position préférentielle, et ça, au bout du compte, il avait littéralement jamais eu besoin de le faire, parce que les situations où on le voyait même jouer dans la raquette, c'était avec la balle. C'était pas pour prendre une position préférentielle dans l'espoir de jouer un rebond offensif ou de libérer ses coéquipiers. Et là, le niveau de LeBron enfin, c'est un échantillon de match. Et puis je vais y venir parce que la difficulté, ça va être de maintenir maintenant ce niveau, mais c'est quand même impressionnant en fait. On manque de qualificatif au bout du compte, parce qu'on n'a jamais vu un joueur de cet âge-là faire des choses pareilles. Et même si c'est sur un petit échantillon, ce que je l'ai vu faire en défense récemment, j'étais pas sûr qu'il en serait même capable encore. Et je pense qu'effectivement, l'arrivée de Luka a clairement relancé LeBron. Et si on parle de la défense des Lakers, parce qu'en fait la question c'est ça, on avait même fait un CQFR du samedi où l'une des questions qui nous avait été posée, on l'avait mis en titre de manière peut-être un peu provocatrice, c'était qui va défendre aux Lakers, parce qu'on se disait si t'as besoin de tes 3 meilleurs playmakers, Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron, qui va défendre, sachant qu'il n'y a plus Anthony Davis. Et en fait, une des raisons pour lesquelles la défense des Lakers tient le coup et même est excellente en ce moment, c'est parce que LeBron a refait l'effort. Et si on regarde les autres joueurs, Austin Reeves, c'est pas un bon défenseur, mais c'est pas quelqu'un qui défend pas. Et il y a une différence pour moi. C'est quelqu'un qui va quand même faire les efforts, mais qui est limité dans son impact défensif. Mais si t'as un mec comme ça qui fait les efforts et que t'as ce qu'on a vu aussi, ou du moins ce que j'ai vu sur beaucoup de séquences, Luka Doncic qui fait aussi les efforts, alors pas sur les 48 minutes, pas sur l'intégralité du match, mais à des moments clés, comme il avait été capable de le faire durant le parcours des Mavs l'an dernier en finale, finalement tu gommes un peu ce problème, parce que le reste de tes joueurs de ton effectif, c'est des mecs qui défendent et qui vont donner du spacing et de la défense, et tout part en fait, même si, tout part de l'arrivée de Luka Doncic, mais derrière sur le terrain, tout repart de LeBron, j'ai envie de dire. Et il faut donner du crédit justement aux autres joueurs que tu évoquais qui peuvent paraître anecdotiques, mais le retour de Jared Vanderbilt, qui était pour moi une des raisons pour lesquelles ils avaient été aussi loin en playoff il y a 2 ans, il est partout. Avec Dorian Finney-Smith, ils sont un peu au relais sur le meilleur joueur adverse, et l'équipe s'ajuste, je trouve, autour d'eux. Ils apportent une énergie totalement dingue, et
évidemment, le fait que LeBron redouble d'énergie défensivement et qu'il ait ces qualités athlétiques là qui met au service de la défense et de l'attaque, parce que moi je trouve ça fou de le voir être en défense et cavaler devant parce qu'il sait que Luka va lui envoyer une balle, une passe de quarterback. Moi c'est vraiment sur le plan athlétique que LeBron me bluffe. Mais voilà, tout ça pour dire que les autres joueurs autour, et je ciblais ces deux-là parce que je trouve qu'ils font vraiment la différence. Vanderbilt a manqué beaucoup de matchs depuis qu'il est arrivé aux Lakers. Dorian Finney-Smith avait un peu de mal à trouver sa place, quelle qu'en soit la raison. J'ai l'impression qu'il a été activé d'un coup là, avec l'arrivée de Luka et le fait que les Lakers jouent comme ça en défense. Il a été activé pour être le joueur qu'il était à Dallas déjà, parce que c'est un super défenseur. Et ça donne des choses. Moi, je pensais pas voir les Lakers défendre comme ça à ce stade de la saison. Après ce trade-là, on s'est dit, mais tu l'as rappelé, Théo, on s'est dit qui va défendre. C'était même pas, tu dis que c'était provocateur, je crois même pas que c'était provocateur. On s'est dit, ils perdent l'un des meilleurs joueurs défensifs de sa génération, Anthony Davis, quand même, c'est quelque chose. On a beau avoir nos réserves à son sujet sur 2-3 trucs, mais c'est un défenseur exceptionnel. Ils perdent ce joueur-là, ils récupèrent pas d'intérieur traditionnel capable de défendre, de protéger vraiment le cercle. C'était logique d'avoir des doutes à leur sujet de ce côté-là. Redick, on le découvre en tant que coach, on ne sait pas si c'est quelqu'un, on savait pas forcément que ce serait quelqu'un qui trouverait les clés pour les faire défendre comme ça. Donc c'est une énorme surprise et il y avait des doutes légitimes. Ils sont en train d'y répondre de manière incroyable. Faudra voir sur la durée, t'en as parlé aussi. Est-ce qu'ils sont capables de tenir ce rythme-là contre des adversaires à répétition d'un niveau plus élevé que ce qu'ils ont affronté jusque-là? Et ils ont fait des bons matchs contre des bonnes équipes aussi. Je dis pas qu'ils ont joué que contre des tocards, loin de là. C'est totalement bluffant. LeBron dont tu parlais est totalement bluffant aussi. Ça montre que les roamers sont surcotés. Ces défenseurs censés, les intérieurs qui protègent toute la raquette. C'est une petite blague. C'est juste la fameuse guerre sur qui est le plus important entre ces gars-là et ceux qui sont directement sur l'homme. Pour être très honnête, par contre, les Lakers commençaient à bien défendre depuis janvier. C'est la meilleure défense de la ligue depuis janvier. Après, c'est vrai que c'est aussi la meilleure défense de la ligue depuis l'arrivée de Luka, mais en vrai, depuis le janvier, c'est la meilleure défense de la ligue, Los Angeles. Donc, il y avait déjà une prise de conscience individuelle, je pense. Et c'est là où J.J. Redick, ce que tu dis, Shai, c'est fort, quoi, parce qu'il a réussi à motiver ses troupes et à les mettre dans un mood défensif. Mais c'est vrai que il y a une fois que tu perds Davis, comme tu l'as dit, tu te dis, bah non, ça va pas continuer. Et c'est la preuve que tu peux trouver des solutions si ça passe évidemment par des efforts individuels. Luka, tu le disais, Théo, il fait quelques efforts. Il a 1,8 interceptions par match, donc quasiment 2 interceptions par match depuis son arrivée aux Lakers. Finney-Smith, Vanderbilt qu'on a cité, Hachimura que je trouve important. Et j'aime bien aussi la configuration de l'équipe, en fait, mine de rien. C'est vrai, c'est à la fois vrai et à la fois un peu trop facile pour moi de dire il n'y a pas d'intérieur aux Lakers, ils n'ont pas de grand, ils n'ont pas. Enfin, tu vois, on résume très vite. Ah bah il n'y a pas Anthony Davis, donc il n'y a pas d'intérieur, donc il n'y a pas de grand, donc il n'y a pas de taille. C'est pas tout à fait vrai en fait. Il y a de la taille, il y a de la taille dans cette équipe des Lakers. Il n'y a juste pas forcément un pivot il n'y a pas de pivot dominant. Et quand je dis dominant, je ne parle pas que de l'attaque, je parle même d'un éventuel pivot dominant en défense. Mais il y a d'autres solutions et on le voit notamment, moi j'ai trouvé très intéressant le match contre les Nuggets où tout le plan était de perturber Jokic avant même qu'il ait le ballon, en laissant pour le coup là un roamer ou un défenseur en net derrière lui. Et ça a gêné. Jokic a fait peut-être même son plus mauvais match, en tout cas un de ses plus mauvais matchs, mais peut-être même son plus mauvais match de la saison contre Los Angeles, où en face c'était l'esprit small ball, donc c'est-à-dire avec pas de vrai pivot. Il y a eu Jackson Hayes aussi par moment, mais souvent des 5 small ball. Et ce 5 small ball, j'ai une stat si vous voulez, le 5 avec Finney-Smith, Luka Doncic, c'est le 5 qui est pour moi le meilleur 5 des Lakers, c'est celui qui terminera les matchs en playoff à mon avis. Finney-Smith, Doncic, Hachimura, Reeves et LeBron James. Ce 5-là, il marque 115 points sur 100 possessions. Il en encaisse 95. Ils sont à plus 20 de différence. C'est énorme. Et ça ne fait que monter, en fait. C'est-à-dire que là, j'avais fait un premier point intermédiaire. Je me souviens à un moment, Shai, et c'était pas encore à plus 20, c'était à plus 12 ou plus 10.
Là, maintenant, c'est monté à plus 20. Ce 5 continue de dominer. Alors, l'échantillon est faible, mais continue de dominer ses adversaires. Avec, tu peux switcher sur tous les écrans. Ça t'aide à encaisser de moins de 3 points. Los Angeles a pris très peu de 3 points depuis l'arrivée de Luka Doncic. Bref, il y a plein de schémas défensifs intéressants. Il y a plein de configurations intéressantes qui font que cette équipe des Lakers, elle est quand même solide en défense, en tout cas pour le moment. Ouais, je partage ce que tu dis sur la taille en fait, parce que c'est une équipe qui est grande en fait, à part Austin Reeves et Gabe Vincent qui doit être le joueur le plus petit de l'effectif avec Bronny James, mais qu'on verra peut-être pas dans les moments importants. C'est une équipe qui est grande finalement en moyenne. C'est juste qu'il n'y a pas un grand, comme tu l'as dit, dominateur comme pouvait l'être Anthony Davis. Rui Hachimura, pour moi, c'est un des grands vainqueurs du trade. Franchement, ça lui permet en fait de n'être que dans des situations dans lesquelles il est à l'aise. Et notamment, j'ai trouvé qu'il y avait un regain de dureté dans son jeu, parce qu'il n'est pas obligé de créer, de partir en dribble. En fait, il peut simplement être à la finition, sous le cercle, en attaque et en défense, parce qu'en fait, autant c'est pas, je pense, un excellent défenseur sur l'homme, autant ce rôle dont tu parles un peu, Antoine, là, de roamer, de venir faire des prises à deux très fort, repartir, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux, parce que pour le coup, il a vraiment un gabarit. C'est un mec grand, costaud, physique, et je pense que ça lui permet vraiment de alors, débloquer des choses, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ça lui permet d'être dans une zone de confort, en fait, ou dans la zone dans laquelle, quand t'es le coach, tu préfères le voir jouer, quoi. Tu préfères ne pas avoir le voir prendre trop d'initiative, tu préfères être dans un rôle de finisseur, que ça soit catch and shoot à 3 points s'il le faut, mais surtout près du cercle, sur des coupes vers le panier. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs joueurs comme ça qui vont être forcément, qui vont bénéficier de ce trade. Hein. Jackson Hayes est le premier aussi ex aequo, hein. Là-dessus, t'avais déjà LeBron, t'avais déjà Reeves, et maintenant t'as un autre playmaker qui est peut-être encore meilleur, peut-être sur ce jeu de pénétration avec les passes lobées, comme James Harden, tous les grands qui étaient forts sur du pick and roll, où t'es bon avec James Harden, c'est un petit peu la même chose avec Luka. Moi, une des choses que je trouve vraiment intéressante à se voir se développer, parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, Austin Reeves, LeBron James, Luka, c'est 3 très bons playmakers qui peuvent attaquer le cercle, qui peuvent être bons aussi à l'extérieur, mais c'est 3 joueurs qui sont habitués à créer avec le ballon, entre les mains, quoi. Austin Reeves, c'est pas un joueur de catch and shoot. LeBron l'est pas non plus, hein. Si tu regardes, finalement, ces 3 points, ils sont souvent à l'arrêt après avoir fait autant de jab step presque que Carmelo à la grande époque. Et Luka, elle a jamais eu besoin finalement de développer jusqu'à présent un jeu sans ballon. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au fur et à mesure des matchs, on voit des schémas dans lesquels chacun fait à son tour l'effort, et dans lesquels chacun semble trouver être un petit peu plus à l'aise dans le fait de soit ouvrir une fenêtre de passe pour l'un des deux autres qui est en train de créer du jeu, soit pour faire des coupes, et notamment, moi j'ai vu Luka couper parfois de manière très, il a été opportuniste, voilà, au panier pour profiter d'une mauvaise lecture de la défense, et ça vraiment, si je suis une des autres équipes de la conférence Ouest, c'est ce qui doit me faire peur. Parce que si ces joueurs qui sont vraiment intelligents et qui ont tout un tas de qualités se mettent vraiment à faire ces efforts-là, et c'est vraiment, il y a une notion d'effort, parce qu'en fait, quand tu coupes, t'es jamais sûr de recevoir la balle, et parfois quand tu coupes, c'est un petit peu comme quand tu vas porter un écran, c'est que tu vas libérer un espace qui va profiter à quelqu'un d'autre, et on sait que les stars sont pas forcément les joueurs qui sont amenés à faire ça. Si ça commence à venir, ça va vraiment être intéressant. Et puis un dernier point, parce que je fais très long, mais Shai, autant la dernière fois j'avais rendu ses lauriers à Antoine, là faut que je te rende. T'avais complètement raison sur JJ Redick. Moi j'avais pas sur le fait que ce soit un excellent coach. Moi j'avais pas peur sur sa pertinence tactique, mais je me disais que ça demandait quand même du temps de pouvoir arriver à transcrire ce que tu as dans la tête, à le faire en sorte que tes joueurs le comprennent, y adhèrent et le fassent sur le terrain. Et le match dont tu parlais, Antoine, face aux Nuggets, pour moi, c'était l'illustration de ça, parce que c'est un ajustement spécifique en cours de saison régulière contre un adversaire spécifique. Et on a vu que toute l'équipe vraiment a joué le jeu. Et là encore, on y revient, ça commence par LeBron. Il y a une confiance que LeBron a en JJ Redick, qui est, je pense, similaire à celle qu'il pouvait avoir en Tyronn Lue au moment quand il jouait pour les Cavs. Et voilà, si LeBron et Luka adhèrent, les autres sont obligés d'adhérer derrière. En fait, j'avais beau être... En fait, j'avais de l'estime où je croyais dans le potentiel de Redick en tant que coach, pour avoir écouté 1 million de fois ses podcasts et aimé la vision qu'il avait du basket, du jeu, tout ça. J'avais les mêmes doutes que toi, en fait, Théo. Hein. C'est-à-dire que pour moi, la situation, elle n'était pas
été très complexe parce que évidemment qu'il était pistonné. Enfin, le terme est même pas. LeBron a évidemment poussé en sa faveur. Moi, j'avais peur de la pression médiatique. Au moins, à la moindre période compliquée, bah voilà, on a mis un coach qui est pote avec LeBron. Moi, je pensais que ce serait difficile pour lui de ce point de vue-là. Mais je pensais pas non plus qu'en cours de saison, on lui filerait un des joueurs qu'il adore et qu'il connaît très bien en plus, Luka Doncic. Donc ça facilite le truc. Mais c'était pas indissociable d'imaginer que ce soit un bon coach et en même temps que les dés soient pipés parce que la situation était trop compliquée, qu'on allait tout de suite imaginer qu'il n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnaire. Je suis super content pour lui en ce moment parce qu'on voit vraiment, partiellement pour l'instant en tout cas, ce qu'il évoquait dans ses podcasts, la manière de jouer, toutes les idées qu'il avait en attaque, en défense. Il est un peu plus à l'aise aussi, j'ai l'impression, mais c'est normal avec les résultats devant les médias parce que je trouve qu'il s'est tendu un peu rapidement en début de saison. C'est clair. Ah là, c'était à prévoir malheureusement, mais il s'est un peu tendu. Là, ça va quand même beaucoup mieux et le voir à chaque fois se pincer pour au moment de réaliser qu'il doit coacher Luka Doncic et LeBron James qui a un niveau exceptionnel pour. Je vais peut-être même mettre à enlever pour son âge parce que il a un niveau qui est dingue tout court. Si je vais pas aller jusqu'à dire qu'il devrait être dans la discussion du MVP parce qu'il y a des mecs qui ont commencé leur saison à un niveau bien plus élevé, mais sur la deuxième partie, je suis complètement bluffé. Et dernier petit point je voulais parler d'Hachimura, rebondir sur ce que tu disais sur Hachimura, Théo. Alors maintenant, il faudra voir combien de temps il va mettre pour récupérer de sa blessure parce qu'il est blessé. Ouais. Tendinopathie, je crois que c'est au tibia sa blessure, il me semble. Et il est justement très important, donc faut surveiller. Et je voudrais rappeler qu'il a que 27 ans en plus. Il fait partie des joueurs autour de LeBron, qui est très âgé, qui sont dans une timeline intéressante. Et si LeBron est capable de jouer à ce niveau-là encore quelques années, ils ont Hachimura qui est pas vieux, Reeves qui est pas vieux, Connect qui est pas vieux. Doncic n'en parlons même pas. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant si on veut se reprojeter sur le moyen terme qu'on évoquait à la base. Et Hachimura qui est arrivé en échange d'un joueur qu'adore Antoine, Kendrick Nunn, plus quelques second tours de draft. Donc un magnifique hold-up réalisé à l'époque par les Lakers. Et il faudrait que je regarde contre quoi était arrivé Jared Vanderbilt, que je trouve excellent encore une fois. Je pense que c'était un petit hold-up aussi. Et pour Redick, moi je reviens sur Redick. Souvent il y a des coachs bons orateurs ou qui ont une bonne capacité à fédérer leur groupe et on peut leur reprocher des limites tactiques à certains coachs, tu vois. Et ben là, pour une fois qu'on a un coach très fort tactiquement, moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait qu'il est très fort pour motiver ses joueurs. Et ça, c'était pas non plus gagné du tout parce que c'est pas la même chose d'être un coéquipier, d'être apprécié, tu vois, d'être un vétéran un peu respecté, un podcasteur respecté pour ta connaissance du basket. Et par contre, de vraiment réussir à mettre en confiance tout ton groupe, à gagner la confiance de LeBron. Tu as fait une comparaison avec Tyronn Lue. Pour moi, c'est même plus fort qu'avec Tyronn Lue. J'ai l'impression que Tyronn Lue, après, c'est pas la même époque, c'est pas le même LeBron. LeBron était plus jeune, mais Tyronn Lue, il pouvait pas demander à LeBron certaines choses. Hein. Là, J.J. Redick, il peut dire à LeBron, tu vas poser 20 écrans sur ce match, il va poser 20 écrans sur ce match. Tu vois, je pense que Tyronn Lue, il n'osait pas demander ça, mais c'est pas les mêmes époques. Ouais, parce qu'au bout du compte, je pense que LeBron a plus besoin aujourd'hui d'un grand coach qu'à l'époque, peut-être. Ouais, c'est possible. Et puis bon, Tyronn Lue était aussi assez début, mine de rien, mais bon, comme Redick aujourd'hui. Et même, ouais, tout le reste de l'effectif, il a relancé complètement Austin Reeves, je pense, tu vois, Hachimura, Gabe Vincent est en train de repasser pour un joueur de basket. Non, mais c'est vrai, Gabe Vincent est performant. J'ai l'impression que le groupe est soudé. Même, il y avait des risques, la gestion du cas Bronny James, il y a des trucs qui peuvent diviser un vestiaire. Je dis pas que ça allait forcément arriver, mais c'était une possibilité. Non, tu vois, il n'y a jamais eu de problème. Dalton Connect, il revient, il trouve les mots pour le mettre en confiance. En fait, il sait gérer ses hommes. Donc, non seulement il connaît très bien le basket, il applique très bien ses schémas, mais en plus, il a l'air jusqu'à présent de très bien gérer ses hommes. Et ça va être important pour Luka Doncic, parce que tu parlais des efforts, des coupes sans le ballon et tout. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai très vite peur que ça finisse par disparaître très vite du répertoire de Luka Doncic. C'est-à-dire que, par contre, j'ai encore espoir que LeBron et Austin Reeves continueront à le faire, et ça sera dans le bien des Lakers, mais je pense que Luka Doncic, on va retrouver le Luka Doncic pour tout ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal.
C'est-à-dire qu'il y a plus de bien, il y a plus de plus que de moins, on le connaît. Je pense que là, sa maladresse actuelle, là, Doncic sous les Lakers, il est à 39, parce qu'on parle d'une équipe qui cartonne en ce moment, qui a gagné 6 matchs sur 8 avec Doncic, qui en a gagné 10 sur 12 depuis le trade, avec un Luka qui est sur 6 victoires de suite, qui a repris la deuxième place de la conférence Ouest, mais avec un Luka Doncic qui est à 39% au tir et 27% à 3 points. Je pense que Luka, très vite, il va reprendre ses bases, il va se remettre dans le rythme. Donc, on va récupérer un Doncic bien plus fort à un moment, et ça va vraiment hausser le potentiel des Lakers. Par contre, je pense que Luka, très vite, ça va être tout ce qu'on a vu à Dallas. Donc, dès qu'il n'a pas le ballon, il coupera moins, à mon avis. On le verra plus beaucoup couper, on le verra beaucoup jouer en marchant par moment. Et encore un peu moins parce qu'il a vite capté un truc, et c'est une différence avec Dallas, c'est qu'à Los Angeles, quand il prend un rebond, il a toujours un gars qui est devant. Et souvent, c'est LeBron. Et du coup, il y a 2-3 passes comme ça par match. Ça mène pas toujours un panier, mais très souvent au final. Et ça, il n'y avait pas forcément à Dallas. Tu vois, il n'y avait pas un mec qui cavalait à ce point. Mais il avait quand même déjà fait l'effort l'an dernier, notamment, de jouer plus vite. Ça jouait quand même... Mais pas tout du long. Non, pas tout du long, mais dans leur... Enfin, on en avait parlé plein de fois durant leur parcours en play-off. Là où ils étaient injouables, c'est dès qu'ils avaient ce rythme-là. Et en fait, je trouve que malgré tout ce qu'on peut reprocher au jeu de Luka, je trouve qu'il a plus en lui quand même la capacité à faire cette première passe rapide que d'autres gros porteurs de ballon. Et en fait, il n'est pas obligé de courir plus pour que son équipe joue plus vite. Mais t'as raison, c'est pas forcément son premier réflexe, mais je pense qu'il a déjà montré qu'il était capable de le faire et de le faire sur une durée raisonnable, notamment en play-off. Yes. Et après, de toute façon, lui va monter en puissance, hein, parce que c'est vrai que dans tout ça, on n'a pas parlé de Luka, mais Luka va monter en puissance. Ça semble, je veux dire, tout le monde va venir, tu vois. Tu parlais de ses stats en carrière, il va évidemment y revenir parce qu'il n'est pas sur une phase descendante de sa carrière, mais son adresse globale, c'est 47% en carrière. Hein. Donc là, tu disais qu'il était à 39, c'est ça? Ouais. 39, il va se rapprocher de ses standards, à mon avis, plus tôt que tard. Et même à 3 points, qui est quand même pas l'aspect le plus fiable de son jeu, il était quand même à 34, alors que là, il a 27. Je pense qu'on n'a pas encore vu, on n'a évidemment pas encore vu le Luka à 100%, mais ça va venir. Et il sera peut-être un peu différent du joueur qu'il était à Dallas, de par la présence de LeBron et de par la manière dont il est entouré. C'est pas la même façon de faire qu'à Dallas. Mais c'est ça qui est terrifiant pour la suite, moi. Et je m'attendais pas à ce que ce soit terrifiant tout de suite. Et ça l'est déjà pour les équipes qui sont susceptibles de les affronter. Je m'attendais pas à les voir deuxième. On en a là aussi parlé, mais deuxième après le trade de Luka, alors que j'arrête pas d'annoncer que Denver va finir deuxième, que Houston et Memphis vont tenir les coups. Les Lakers en 2-3 semaines, ils ont envoyé tout ça valser. Mais je suis pour Luka, par rapport à ce que tu disais, Antoine, sur le fait qu'on va pas le revoir. Il va pas continuer à couper dans tous les sens, etc. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais l'énorme différence, c'est qu'il n'a pas besoin de le faire tout le temps, en fait. Il suffit qu'il le fasse 3 fois dans un match, et ça peut changer le cours d'un match. Et la grosse différence, c'est, est-ce que tu coupes c'est comme Wade, en fait. Finalement, Wade, il s'est mis à couper, parce que quand c'est LeBron qui a la balle, si tu coupes, il va te trouver, en fait. Et c'est quand même... T'as plus de chances d'être récompensé quand c'est LeBron qui a la balle que quand c'est Spencer Dinwiddie et que toi, tu coupes à un moment, tu vois, pendant qu'il est en train de jouer. Donc... je trouve, mais effectivement, par contre, je dis ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en pleine période de lune de miel. Et c'est limite à la fois la lune de miel et en même temps le moment où on vient de te présenter à ta belle famille, quoi. C'est-à-dire que Luka, là, il est en train de montrer son plus beau visage. Parce qu'en plus, il a envie de prouver que son équipe, son précédent employeur s'est trompé sur toute la ligne, ce qu'il est en train de démontrer, hein, on va pas y revenir. Mais du coup, voilà, c'est le meilleur moment pour que tout se passe bien. Et si tout se passe bien, ça va être dangereux. Il y avait, tu disais aussi, Antoine, Shai, pardon, qu'il était un peu rouillé, c'est clair. Et notamment, on a parlé tout à l'heure de la magnifique victoire des Lakers face aux Nuggets. Ce qui était intéressant, c'est le match qu'a suivi face aux Mavs. Et tu voyais la fatigue, en fait. Tu voyais que LeBron était fatigué, tu voyais que Luka était rincé. Et finalement, c'est là où ça va être... la question va se poser en play-off, notamment pour LeBron, parce que j'imagine que d'ici les play-offs, Luka aura pu retrouver comme une bonne partie de sa condition physique sur la répétition des efforts. Mais c'était assez intéressant de voir le début du match face à Dallas, parce que tu voyais vraiment que c'était dur. Et là, tu vois, les passes dont tu parlais, les passes de relance, Antoine, LeBron, il n'était pas devant, quoi. Il n'était pas devant, et finalement, sur la fin, ils ont trouvé
les ressources, l'adresse, les ressources pour prendre ce match dans tous les cas. Mais c'est là que ça va être... voilà, c'est là où les autres joueurs vont vraiment devoir quand même pouvoir se montrer, parce que tu peux pas non plus garantir que LeBron il pourra avoir ce niveau des deux côtés du terrain pendant même l'intégralité, match après match, d'un run en playoff. Et pour Luka, il faut juste rappeler qu'il sortait d'une blessure et qu'il a manqué énormément de matchs avant de revenir. Donc Bien ça sûr. explique la rouille. Et il se remet petit à petit au niveau. Ça, c'est pas. Il y a aucun doute possible. Je trouve. C'est pas. On n'a pas à se demander s'il va encore progresser, que ce soit statistiquement ou dans la manière de jouer. Ça, il y a aucun doute là-dessus. La capacité à répéter ces efforts-là et être à ce niveau-là jusqu'au bout, c'est peut-être la seule interrogation qu'on peut avoir, parce que je pense qu'ils ont trouvé leur manière de jouer. Il faut espérer qu'ils récupèrent, que leurs joueurs ne se blessent pas, qu'ils récupèrent Hachimura, mais c'est vraiment voilà, la capacité à enchaîner les matchs, à maintenir cette dynamique-là qui est pas simple quand même, parce que l'Ouest est hyper relevé. Et LeBron, je présagerais pas d'une baisse physique, tellement je la trouve. Je plaisantais hier en disant je sais pas ce qu'il a mangé, je sais pas ce qu'il prend. J'avais essayé de me rattraper en disant que je l'accusais pas de prendre des produits, hein, loin de là. Je sais pas s'il sera en capacité de tenir tout ça sur une longue campagne de playoff contre des adversaires qui vont évidemment étudier aussi les Lakers. Tout le monde, je pense que c'est le sujet du moment aussi en NBA. C'est tiens, cette équipe-là, on l'avait un peu rayée de la discussion. À l'Ouest, on pensait à OKC, à Denver, éventuellement un ou deux autres outsiders, mais je pense que tout le monde va chercher les solutions et les formules pour essayer de les calmer. Ça me semble évident. On a parlé de leur défense, tu vois, on a dit que leur défense c'est presque leur point fort, mais l'attaque c'est un géant en sommeil là du côté des Lakers. Il faut vraiment comprendre ça. Ça rejoint un peu de façon l'adresse de Luka Doncic, c'est-à-dire que là, donc j'ai dit c'est la meilleure défense depuis le trade, mais c'est quand même la 11e attaque, ce qui est plutôt correct, mais ça a le talent pour être top 5 attaque NBA. Et en playoff, tu vois, quand il va falloir chercher des failles, bon courage pour chercher des failles quand l'équipe adverse, elle donne tour à tour la balle à Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves. Il va y avoir du découpage de possession terrible du côté des Lakers, une capacité à marquer et les solutions, ça sera espérer que ça rate en fait, espérer qu'il y ait des mecs qui ratent des shoots parce que si les Lakers sont de l'adresse, ça peut faire un très gros run. Alors on pourrait dire ça de plein d'équipes différentes, mais t'imagines comment tu vas contrer des pick and roll où t'as Luka et dans le même temps c'est LeBron qui prend le relais et dès le pick and roll entre les deux, tu peux jamais drop face à ces gars-là. Tu blitz, donc tu fais prise à 2 sur Luka, il la lâche à LeBron ou à Austin Reeves, des mecs qui sont capables de très vite prendre des décisions. Ouais, les adversaires des Lakers vont devoir espérer que Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith, parce que c'est eux qui vont avoir beaucoup de shoots dans les corners. Hein. Exactement. On sait déjà que ça va se passer comme ça. Hein. C'est Rui Hachimura et Finney-Smith vont avoir un paquet de tirs ouverts. C'est les gars qu'on va choisir de laisser ouverts. Et ouais, il va falloir que ces mecs-là soient très maladroits pour que les Lakers soient mauvais en attaque. Juste sur la fatigue, il y a un gros mois de mars là pour Los Angeles, 19 matchs, ils jouent 19 matchs en 31 jours, c'est indécent, et ils commencent avec Reeves et Hachimura blessés. Ça va être un gros test, pour les Lakers. D'ailleurs, faudra pas s'étonner si Los Angeles éventuellement performe un peu moins bien, vu le nombre de matchs qui restent à disputer. Je pense que ça changera pas l'analyse sur les Lakers, même si moi, si j'étais eux, je pense que c'est très important de terminer deuxième là dans cette conférence Ouest. T'évites OKC avant les finales de conférence, tu évites probablement, je veux dire, là les équipes de play-in sont fortes, mais si on part du principe que Golden State garde sa place dans le top 6, il n'y a aucune équipe du play-in qui est censée inquiéter Los Angeles. Il y a des bonnes équipes, tu vois, que ce soit Minnesota, Dallas, Sacramento ou je sais plus ou les Clippers. Mais aucune de ces équipes-là est armée pour vraiment battre, je pense, les Lakers sur une série. Par contre, ouais, dans les équipes du top 6, il y a du lourd. Et je pense que c'est important de terminer deuxième. Mais voilà, le mois de mars va être un sacré test. J'ai une question pour vous parce que depuis que je suis le basket, j'avais le sentiment que Hassan Whiteside était probablement le plus gros trou de balle que j'ai pu voir sur un terrain de basket, dans le sens où tu as le talent du monde entier, le talent, je sais pas, mais en tout cas, tu as les aptitudes du monde entier et tu n'es pas capable d'aimer suffisamment ce sport pour en faire quelque chose. Mais je pense qu'il va passer deuxième derrière Christian Woods.
Parce que à quel point tu dois ouais. être désintéressé pour le basket quand tu as autant d'atouts que Christian Wood pour arriver à te faire couper pour être remplacé par Alex Len. Est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu comment c'est possible? Mais Parce il était qu'en blessé, non? Il était pas blessé? il est blessé Non, depuis je crois pas. 7 ans et demi, Christian Wood. Attends, tu joues avec, t'as joué avec Luka à Dallas, t'as pas su saisir ta chance. Là, il avait une opportunité de jouer avec les deux. Je veux dire, il a un talent offensif qui est bien au-delà de celui des autres intérieurs des Lakers. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est sur l'ensemble de ça. C'est depuis qu'il a commencé à percer un peu. Enfin, avec Détroit, il a jamais franchi le cap. Donc là, c'est sûr que la situation, elle aurait été parfaite pour l'idée qu'on se faisait de Christian Wood à la base. Mais là, je sais plus combien il avait combien de matchs Il il était avait blessé, fait. hein. Il n'avait pas joué cette saison, il était blessé. Il s'est fait opérer du genou en septembre. Bon, mais il était revenu quand même. Ok. Je vois que tu prends sa défense. Non, mais t'as Non, mais raison. cela dit, par contre, l'analyse est juste hein, sur Christian Wood. Ça fait un moment hein, que plus aucune équipe. Tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, il était comparé à Anthony Davis, tu vois, à une époque. Mais on voit bien que c'est pas la même chose quand même. Pas défensivement, en tout cas. Pas sur l'homme, en tout cas. Non, mais enfin, blague à part, parce que je voulais revenir sur le trade avorté de Mark Williams. Moi, je continue de penser que c'est probablement une bonne nouvelle pour les Lakers, parce que je pense pas que Mark Williams soit la solution ou le joueur qui te fait passer d'avoir du potentiel et de pouvoir, je pense, aborder chaque série de playoffs potentiels en disant que tu as une chance, ce qui est déjà énorme. Je pense pas que ce soit le joueur qui te fasse passer de ce cap-là à te dire maintenant t'es un favori vraiment pour le titre et t'es la pièce manquante. Et quelque part, peut-être que ça fait potentiellement reculer Los Angeles d'une demi-case cette saison, mais je pense que que quelque part c'était peut-être donner trop de choses pour aller chercher ce joueur qui est quand même peu fiable, je trouve, globalement, et qui a jamais été testé dans ce type d'environnement. Parce qu'en fait, effectivement, on a dit, vous avez tout à fait raison sur l'importance de Rui Hachimura, de Finney-Smith. Il faudra qu'ils soient là et qu'ils soient bons. C'est leur capacité, leur polyvalence peut masquer dans certains match-ups, compenser le manque d'un vrai intérieur de talent. Ça dépendra des match-ups, hein. Comme toujours, on sait qu'en play-off, tout dépend de contre qui tu tombes. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est quand même très légère de ce point de vue dans le roster, quoi. Et que finalement, tu es à une blessure potentielle de pouvoir être vraiment, vraiment diminué de ce côté-là du terrain. Je sais pas quel est... Par exemple, le match contre Denver, on en avait parlé un petit peu entre nous, je pense pas qu'on en avait parlé dans un podcast. L'adaptation sur les prises à deux, même sans qu'il ait la balle sur Doncic, le fait de l'empêcher de recevoir la balle sous la ligne des lancers francs, tout ça, c'était parfaitement exécuté. Je pense pas que ça soit forcément réplicable sur une série de playoffs, du moins pas suffisamment pour empêcher un mec du talent de Luka Doncic, de Nikola Jokic, pardon. Jokic, bien sûr, j'ai peut-être dit Doncic juste avant, mais c'était Jokic dont je parlais. Même sur les ajustements du staff, il y a tu peux faire payer en fait ce type d'ajustement défensif, mais finalement, à l'Ouest, il n'y a pas forcément tant d'équipes que ça contre qui tu peux pas du tout. Enfin, tu risques d'être en difficulté de ce côté-là du terrain. Est-ce que pour vous, il y a des équipes? Je parle pas de talent, mais je parle vraiment de style et de match-up potentiel qui pourrait être la kryptonite de ces Lakers. Là, sur une confrontation théorique, par exemple, avec OKC, qui est l'équipe qui est quand même en tête de l'Ouest, j'ai quand même l'impression que OKC sera un peu devant. Ils ont les armes, je trouve, pour empêcher les Lakers là, même s'ils sont très en forme en ce moment. Sur une série entière, voilà, avec Shea, avec Williams, avec si Holmgren arrive aussi lui à 100%. En théorie, avec l'expérience et le talent pur du tandem Doncic-LeBron, les Lakers auront peur littéralement de personne, je pense. Ils sont capables de battre la plupart des équipes. Tu demandais un peu ce qui pourrait leur manquer. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé du tout, et même depuis le trade, il y a Maxi Kleber, qui va peut-être revenir en playoff. Ça paye pas de mine, mais c'est un joueur qui a de l'expérience, qui s'entend très 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 bien avec Luka Doncic, c'était son coéquipier le plus proche à Dallas. Il est attendu pour dans quelques semaines normalement. Ça peut faire la différence aussi dans une série de playoffs. Un mec comme ça, je pense que c'est intéressant. Il est capable d'étirer le jeu, plutôt un bon défenseur aussi. Et pour revenir sur ta question, ouais, je pense aussi que c'était bien vu sur Jokic, mais sur une série, il a encore le code pour il a un avantage psychologique sur les Lakers, et pas que sur les Lakers, hein, c'est Nikola Jokic. Mais pour les autres,
les Lakers auraient raison de pas craindre grand monde finalement à l'Ouest, si ce n'est Denver et si ce n'est OKC, parce que ça a été la meilleure équipe de l'Ouest cette année, je pense. Ouais, je pense qu'en termes de style, mais en plus aussi de talent, le Thunder est peut-être le pire match-up pour les Lakers. Genre, j'ai du mal à imaginer Los Angeles battre OKC. Et pourtant, vous savez, je suis pas le plus grand, pas partisan, mais je suis pas le plus grand optimiste. Je suis pas le plus optimiste du monde pour le Thunder. J'ai des réserves sur le Thunder, mais j'ai l'impression quand même qu'OKC poserait des vraies difficultés aux Lakers, notamment avec leur physicalité, en fait. Et le fait que les Lakers n'aient pas énormément de taille, de grande taille, on va dire, sachant que c'est une des lacunes du Thunder, malgré la présence d'Holmgren et Hartenstein. On sait que le rebond peut parfois poser problème, etc. J'ai l'impression que le Thunder se ferait peut-être pas punir sur ses principales faiblesses. Pareil, je me dis que t'as pas les meilleurs arguments pour stopper les stars du Thunder. Tu vois, il y a des match-ups où je vois OKC parfois être en difficulté, mais j'ai l'impression que ce duel-là, qui sera peut-être celui des finales de conférence, serait quand même vraiment à l'avantage d'OKC. Après, ouais, Denver aussi toujours. Hein. Je pense que Denver poserait problème à Los Angeles. Je pense que le match-up est pas forcément bon. Par contre, sur tout le reste de la conférence, je vois pas, tout le reste de la conférence, je vois pas une équipe où je me dis non, là, le make-up de cette équipe va poser problème aux Lakers. Il y a un truc intéressant sur la conférence, le bilan à l'ouest des Lakers est quasiment le même que celui du Thunder. Ils ont quasiment le même bilan contre les équipes de l'ouest. Contre les équipes de l'ouest. Quasiment 29-10 et 26-12. J'exagère un peu quand je dis quasiment, mais c'est proche en fait. C'est des bilans assez proches, bien plus proches que le bilan global où tu vois qu'il y a 12 victoires d'écart entre les deux, tu vois. Los Angeles est assez nettement, là pour le coup, la deuxième meilleure équipe à l'ouest contre les équipes de l'ouest. Ça date d'avant le transfert de Luka Doncic, évidemment, mais ça marche bien contre les équipes de la conférence. Et c'est important quand on parle des ambitions des Lakers, parce qu'au final, les playoffs, d'abord, tu joues dans ta conférence, de voir que c'est une équipe qui marche bien contre ses voisins, entre guillemets. Je partage votre avis sur OKC, où je pense qu'il y a quand même trop de talent, en fait, que le talent moyen, finalement, est quand même plus impressionnant du côté d'OKC, je pense. Je partage aussi sur Denver, parce que ils ont le meilleur joueur, tout simplement. On pourrait le dire aussi d'OKC, ceci dit, mais je pense que voilà, il y a des raisons spécifiques qui me feraient penser que Denver a une petite longueur d'avance. Il y a une question que je me pose, moi, c'est je serais vraiment extrêmement curieux de voir un match-up potentiel avec les Rockets, parce que c'est sur la dimension athlétique et dureté. Je me demande si c'est pas une équipe qui peut potentiellement poser des problèmes aux Lakers. Je dis pas que c'est sur le talent, je dis pas que c'est sur l'expérience, pas du tout, mais vraiment sur l'aspect brut de rythme et de physique sur une série où tu vas devoir te les coltiner soir après soir. Mais sinon, je partage votre avis. Et ce qui est marrant, c'est que je regardais un peu le programme des Lakers sur les matchs qui restent en saison régulière. Ils vont justement devoir jouer deux fois Denver et ils vont jouer 2 fois coup sur coup OKC dans leurs 5 derniers matchs. Donc ça va être des oppositions assez intéressante, je pense, parce qu'on sait que de toute façon, jusqu'au bout maintenant, le positionnement, enfin le seeding pour les playoffs sera pas déterminé avant la dernière journée. Pour OKC, c'est pas sûr. Par contre, que OKC, on a le droit au Thunder pleine puissance. Mais les Lakers devront certainement jouer leur match pour les gagner. Ouais. Exactement. T'as raison. Oui, t'as raison. Oui, faudra voir. Mais c'est marrant, ça se termine par 2 matchs. Donc OKC, Mavericks. Celui-là, il vaudra à Dallas. Celui-là, il vaudra son pesant de cacahuètes, le 9 avril, notez-le. Rockets et Blazers pour le dernier. Bon, celui-là, ça sera autre chose. Mais... Ça, c'est les matchs des Lakers, c'est ça? Ouais. Il y aura donc le 9 avril, le Luka Doncic revient à Dallas. Absolument. Il y a un adversaire potentiel dont on n'a pas parlé, mais que là, ça me vient à l'esprit, parce que aussi ont connu un trade qui a quand même beaucoup bousculé les choses. Je me demande ce que ça donnerait contre les Warriors. Est-ce que les Warriors, avec leur style... leur nouveau style, entre guillemets, ou l'apport de Jimmy Butler, serait pas capable aussi d'embêter un peu les Lakers, mais c'est pas encore garanti. Ils ont encore eux aussi son rodage, et il y a l'intégration d'un nouveau joueur. Mais par contre, pour Houston, pourtant, tu sais, Théo, que j'ai été un optimiste des Rockets, et j'étais très content de voir qu'ils faisaient une belle saison. Je suis de moins en moins sûr qu'ils sont prêts cette année pour faire du bruit en playoff. En saison régulière, ils en font, ils vont peut-être continuer d'en faire.
je suis un petit peu moins convaincu que ça peut être problématique pour les adversaires en playoff. En tout cas pour le top de la conférence. En fait, là, c'était vraiment très spécifique aux Lakers. Moi non plus, j'ai pas confiance particulièrement dans cette équipe des Rockets, mais je pense que c'est une équipe qui est usante, en fait. Voilà, Ah ouais, non, mais avec Dillon Brooks et tout, ça va être marrant de revoir Dillon Brooks et LeBron s'ils s'affrontent encore en playoff. C'est bien sûr que c'est une équipe qui va leur laisser, qui va les fatiguer un peu au moins. Mais je pense n'importe qui va se coacher Houston, en fait, va sortir en se disant oh, c'était chiant. Tu vois, genre on a gagné, on est meilleur qu'eux. Genre, il n'y a pas de doute qu'on est meilleur qu'eux, mais on a gagné que en 6 manches, tu vois. Ouais. On n'a pas gagné on n'a pas gagné 4-1, on n'a pas gagné 4-0, on a dû aller en 6 manches, c'était chiant et ça laisse des traces. À mon avis, il y a moyen que physiquement ça laisse des traces. Houston, c'est presque, c'est l'adversaire qui va casser les pieds, des gros plutôt que vraiment jouer sa carte, quoi. Bon, pour l'instant, c'est un derby de Los Angeles, si je dis pas de bêtises. C'est le classement, on reste là. Si les Clippers arrachaient le premier play-in, c'est ça. Les Lakers sont deuxième et les Clippers 7e. L'ancienne version, ce serait ça. C'est pour ça que je dis que la deuxième place est importante, en fait, parce que les Warriors, ce que j'avais commencé à te dire tout à l'heure, même si je ne mettrais pas les Warriors comme un mauvais match-up pour les Lakers, je trouve pas que dans le style de jeu, ça pose forcément problème aux Lakers. Par contre, c'est une équipe forte, c'est une équipe vraiment talentueuse, surtout si tu compares aux équipes qui sont classées derrière Golden State. Je veux dire, il n'y a pas photo entre jouer Minnesota, Sacramento, les Clippers ou Dallas ou jouer les Warriors. Tu as intérêt à jouer les 4 équipes de play-in. Donc, c'est pour ça que la deuxième place est importante pour l'instant, parce que j'ai l'impression que Golden State est quand même armé pour rester dans ce top 6. Et tu peux pas vraiment faire de calcul, mais ouais, c'est compliqué. T'as intérêt à accrocher une place dans le top 3, mais si les Warriors sont 6e et c'est parti pour être le cas, vaut mieux être 2 que 3. Ça va être intéressant. Ça serait une série passionnante. Pour le coup, je crois pas que je serais... Enfin, je crois que je serais quand même plutôt confiant dans le fait que les Lakers devraient pouvoir sortir les Warriors parce que finalement... Ils ont le plus grand talent des Lakers à l'heure actuelle sera le plus jeune sur le terrain, quoi. C'est que Luka, il est quand même bien plus jeune que Stephen Curry, que LeBron. Et je pense que c'est quand même, on sait, en playoff, on sait à quel point ça compte parfois d'avoir le meilleur joueur de la série. Et là, pour le coup, je pense qu'il sera plutôt du côté des Lakers. C'est pour ça que finalement, les 2 match-ups dont vous avez parlé, c'est assez marrant. C'est face Nuggets et OKC, donc qui ont probablement l'une ou l'autre le prochain MVP dans leur rang. Et derrière, tu dis, les 3 meilleurs joueurs du monde sont pour l'instant probablement dans le top 3 de la conférence Ouest. Ouais. Si vous disrespectez trop Yanis, comment ça Yanis il n'est pas dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde là? Tu le mets, non, choisis devant qui tu le mets. Devant Shea. Ouais. Non, mais pardon, dans le top 3 des favoris pour le trophée de MVP, même si Luka il n'y est pas forcément, vu le nombre de matchs ratés, quoi. Je taquine juste, les gars, je rigole. Je sais pas s'il y avait un... Oui, donc... question que je me pose quand même pour cette fin de saison, c'est effectivement toutes les qualités qu'on a mis en avant pour les Lakers en début de ce podcast, c'est est-ce que c'est tenable sur la durée? Et effectivement, le mois qui approche va les mettre à rude épreuve. Et effectivement, ça commence par la défense et ça se poursuivra par ce dont vous parliez tous les deux. Est-ce que des joueurs comme Rui Hachimura et Finney-Smith et les autres peuvent maintenir un niveau d'efficacité suffisant en fait, parce que beaucoup de choses vont dépendre d'eux au bout du compte. Moi je pense que oui. Hein. J'allais dire, je pense que oui, parce qu'ils ont l'air d'être ce côté très épanoui. Ça y est, on a trouvé la manière dont on avait envie de jouer. On a trouvé le système. Les joueurs qui reviennent de blessures, je repense encore à Vanderbilt qui a manqué vraiment tellement de matchs depuis qu'il est aux Lakers. Je vois pas pourquoi eux dans leur type, c'est des role players finalement, ils sont capables de faire ce qu'on leur demande. Je pense qu'ils sont tous excités par la perspective de faire une campagne de playoff ou même plusieurs avec Luka et LeBron. Je vois pas pourquoi ils arriveraient pas à reproduire ça. Ils vont peut-être pas surfer là comme ils le font. La série est magnifique, ils enchaînent les victoires. Je sais pas si
s'ils arriveront à même juste tenir la deuxième place. Ce sera pas simple hein, avec les adversaires dont on a parlé, Denver qui est là, qui attend aussi. Mais il n'y a pas de raison, et j'ajouterais même Dalton Connect qui a enfin peut-être digéré ce qu'il a peut-être vécu comme une humiliation d'être envoyé à Charlotte puis d'être rappelé. Je trouve qu'il commence aussi à retrouver un petit peu son mordant, et c'est quand même pas, c'est un sacré shooter quand même à Connect. C'est un certain jeune joueur mais qui a pas froid aux yeux. Lui aussi, il peut avoir un rôle important sur la fin de saison et même en playoff après au-delà. Ça dépend. On parle de vraiment de la période à venir de mars, ou on parle des playoffs? C'est un peu les deux finalement, parce qu'en fait c'est ça qui va déterminer le potentiel de ces équipes. Parce que j'ai l'impression que sur mars, il va y avoir en plus beaucoup de matchs à l'extérieur, etc. Il y a un gros road trip de prévu. Il y a un choc contre Boston d'ailleurs à la fin de la semaine qui va être très intéressant à suivre. Je pense que là, sur cette période, il y aura une petite accalmie, ça se dit? Ça se dit. Je suis pas sûr. Non, j'ose pas toujours lâcher des mots en français. Excusez-le, il est tellement excusez-le. Non, mais tu sais, j'ose pas. Après, on se fout de ma gueule, je dis des conneries et tout, mais. Tu dis que c'est que l'allemand est ta langue maternelle et que la si seulement je parlais au moins allemand, mais non. Non, je pense que je vais le dire de manière plus simple, je pense que ça va se calmer un petit peu. J'ai l'impression que l'absence de Hachimura va peser. En plus, c'est une absence dont on ne va pas forcément se rendre compte. On sait comment ça fonctionne, les médias. Là, ça marche. Donc, tout est mis en avant. Comment on fonctionne, du coup, hein. On fait partie de ces médias en question. Et notamment les médias US pour le coup. Dès qu'il y aura 2 défaites, 3 défaites de suite, on va pas forcément voir qu'Hachimura il est pas là. On va dire alors les Lakers de LeBron Doncic, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ils jouent à l'extérieur, ils enchaînent des back-to-back. Je pense qu'il y aura quelques petites défaites. Austin Reeves sera peut-être pas là non plus. Donc de toute façon, ces gars-là, est-ce qu'ils pourront tenir le choc? Déjà, il y aura la question de savoir est-ce qu'ils seront sur le terrain. Et je pense que justement le mois de mars là, pour l'instant, il va falloir que Luka il retrouve ses super pouvoirs maintenant. C'est la manière dont tu peux compenser. Et j'étais assez surpris même qu'ils battent 2 fois de suite les Clippers. Alors les Clippers sont pas dans la meilleure période de leur vie, mais quand j'ai vu qu'Hachimura était blessé et que Reeves s'était fait mal, je me suis dit oula, battre 2 fois de suite les Clippers, ce sera peut-être un peu difficile. Non, ils ont retrouvé les ressources. Là, je pense sur le road trip à l'Est, ça va lâcher quelques plumes, mais Luka, c'est le moment parfait pour hausser son niveau de jeu, ce qui peut te permettre de compenser en attendant les absences de Hachimura ou la maladresse de Finney-Smith, tu vois, qui est pas non plus déjà super adroit, mais il y a des gars comme ça qui vont moins mettre dedans, il y a des tirs qui vont moins rentrer, et tu peux pas tout demander à LeBron, effectivement. Je pense que là, LeBron, il assure énormément de choses depuis un moment. C'est le moment parfait pour que Luka, il se mette en rythme en vue des playoffs. Et par contre, en playoffs, c'est la vraie grande question. C'est là où, je rejoins la question. C'est pour ça que je voulais qu'on la coupe en deux. C'est que sur les playoffs, pour moi, tu auras besoin d'un Hachimura très adroit, très tranchant. Pareil pour Reeves. C'est des mecs qui vont devoir punir. Tu vois, je pense aux role-players du Heat. Tu vois, les role-players du Heat en 2023 qui lâchent les playoffs de leur vie. Les mecs, on les a plus revus depuis. Tu vois, t'as l'impression qu'ils avaient mis des chaussures magiques pour une campagne de playoffs. Si t'as des gars comme ça, là t'es royal à Los Angeles. Et ceux de Dallas l'an dernier, où tu as Derrick Jones Jr. et PJ Washington qui plantent match après match après match et qui te permettent d'aller jusqu'en finale NBA. Ah, okay. Le Thunder, on sait quelque chose. Ouais. Je pense qu'ils ont des poupées vaudou de Derrick Jones Jr. en mode, mais comment ça, le mec, il raterait une vache dans un couloir, mais contre nous, il met 4 paniers à 3 points dans le corner par match. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, Luka a commencé à faire des appels du pied. Il a commencé à dire, parce que tu sais, il joue aux Clippers, je crois, maintenant, Derrick Jones Jr., donc il est à Los Angeles. Il dit, ouais, franchement, j'adorais jouer avec ce gars-là. Il est athlétique, il court et tout, il mettait des shoots, il défend. Non, franchement, c'était vraiment cool. C'était un de mes coéquipiers préférés. Parce qu'il y a un petit message envoyé à Pelinka, genre, regarde, il est dans la même ville, ni vu ni connu, les gens s'en rendront pas compte. Hein. Un petit match par-ci par-là de playoff, mais ouais, non, il va falloir que ces gars-là soient fiables. Ouais, c'est clair. Et l'air de j'ai rien, confiance, pardon. Ouais. T'as confiance. J'ai confiance. Ouais. J'allais dire, j'ai plutôt confiance. Je suis plutôt confiant dans l'ensemble. Les 10 matchs qui viennent vont vraiment être intéressants parce que c'est pas facile. Je vous donne la liste des matchs pour les Lakers, les 10 matchs à suivre. Donc les Pelicans ce soir, ensuite les Knicks qui viennent à Los Angeles, et ensuite ça part effectivement à l'Est. Boston, Brooklyn, Milwaukee. Après, on revient Denver, Phoenix, San Antonio et
Je me suis emballé Denver, Phoenix, San Antonio, Denver à nouveau et Milwaukee. Ça, c'est la liste des 10 prochains matchs. Il y a quand même beaucoup d'équipes costauds dans ces 10 matchs qui vont venir. Tu as raison de le souligner, Antoine. Il faudra voir qui pourra être aligné sur le terrain. Mais ça va être limite, ça va être un vrai test, en fait, ces 10 matchs qui viennent. Et il y a pas mal de choses qui pourraient en découler, je pense. Il y a aussi les Suns, les Nets. Bon, ça, c'est des équipes qui sont en roue libre, à mon avis. Bon, les Pelicans, s'ils commencent à essayer de jouer au basket un peu tard, donc faudra se méfier. Mais sinon, sur le reste, non, je pense que là, c'est les 10 prochains matchs que tu nous as donnés. Ouais. Ouais, je pense qu'ils peuvent faire 6-4 ou même 7-3, hein, honnêtement. Ça me paraît pas invraisemblable. Ouais, mais 6-4, par exemple, 6-4, tu peux perdre du terrain à l'ouest. C'est là où l'ouest est impitoyable. C'est qu'en fait, 6-4, tu peux passer de la 2e à la 4e place, tu vois. C'est pour ça que je disais de lâcher des défaites par-ci, par-là. Si tu veux là te maintenir sur la fin de saison et faire office presque de candidat au titre, ouais, tu dois faire minimum 7-3. Et tu sais, même les Nets, t'as un match à New York prévu un peu tôt par hasard. Hein, je sais pas, il est en semaine. S'il est en semaine, a priori, il sera pas un dimanche, mais quel match tu disais? Celui contre Brooklyn, je crois qu'il est en semaine. C'est un lundi ou un mardi. Ouais, lundi. Tu vois, il suffit que tu commences un peu mal le match. Tu viens de jouer Boston la veille. Tu vois, tu commences un peu mal. Bon, après, les Nets font effectivement un effectif. Il y a Sean Marks qui va débarquer au milieu du terrain et qui va jeter lui-même un extincteur sur le terrain pour empêcher les Nets de gagner. Hein, c'est comme ça. Il y aura le revenge game de Dilo, hein, ce match-là. Enfin, faut... non, mais c'est vrai. Et il va courir dans tous les sens avec. J'étais tellement pas prêt pour ça, pardon. On a presque oublié, et on a oublié qu'il y avait D'Angelo Russell. Lui, il doit se dire. Mais lui-même, il a oublié. Hein. Je pense qu'il a oublié. Ouais. Non, en tout cas, rien à voir, mais je vais faire un peu le fanboy. J'ai jamais aimé les Lakers dans ma vie. Même quand j'ai eu des périodes où j'aimais beaucoup Kobe Bryant, j'ai jamais aimé les Lakers. Et très franchement, cette équipe des Lakers, elle est vraiment kiffante à regarder jouer. Après, j'aimais bien regarder Dallas, donc j'imagine que j'aime bien regarder Luka Doncic, mais je suis même, tu vois, ça fait même pas partie de Doncic. Il y a des trucs qui me saoulent chez lui, qui m'agacent, tu vois. Mais cette équipe, elle est kiffante à regarder avec LeBron, Luka. C'est quand même LeBron, Luka, Austin Reeves, c'est quand même vraiment du bonheur, quoi. Merci Nico, hein, comme disent les fans des Lakers. Franchement, c'est. Il faut être absolument objectif. T'as bien sûr raison. Si on dépassionne le truc, c'est très très intéressant à voir. Ça joue bien. Il y a des joueurs hors normes qui sont dans les top all-time entre LeBron et Doncic. Mais j'ai toujours pas la pilule est toujours pas passée pour moi sur le côté une équipe qui était dans la même conférence, qui était à la lutte. C'était même pas vraiment à la lutte avec eux. Ils visaient plus une équipe leur propre conférence qui leur file qu'à Doncic. Bref, je m'arrête là. Si vous avez des amis fans de Dallas, passez-leur un petit coup de fil hein, quand même. C'est bien de s'assurer que tout va bien. Filez-leur des thunes parce que ça va être cher. C'est encore plus cher de s'abonner l'année prochaine s'ils veulent vraiment continuer de suivre leur équipe. J'espère qu'ils vont aimer voir des Spencer Dinwiddie jouer des pick and roll. On va peut-être s'arrêter là. Attends, juste pour troller, tu sais ce qu'ils devraient faire les Lakers? Ils devraient baisser le prix des abonnements du même pourcentage. Ils devraient le baisser de 8,6% juste en guise de troll. Et alors là, à partir de là, je suis prêt à m'acheter un maillot de Luka Doncic à Los Angeles si les mecs du marketing font ce truc-là, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais très très bon. Si, peut-être question quand même, avant qu'on referme ce podcast. Quel est selon vous quand même le scénario le plus optimiste possible? Quel est le scénario le plus optimiste pour vous, selon vous, pour les Lakers cette année? Donc là, je parle des playoffs, bien sûr. Finale NBA. Finale NBA. Le plus optimiste. Hein. Si je me projette et que je les imagine en finale contre probablement, à mon sens, Boston, je pense quand même que Boston est au-dessus. Il y a des armes pour tout. Après, je miserais pas sur une présence des Lakers en finale, mais le scénario le plus optimiste pour moi, c'est celui-là. Je les vois pas champions, mais finalistes, ouais. Je les vois pas non plus champions. Je pense que ça demanderait un effectif un peu réajusté, par exemple cet été ou le suivant. Et encore le suivant, ça voudrait dire qu'il y a encore LeBron à très 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 haut niveau. Donc il va vite y avoir la question d'ailleurs de la deuxième star à Los Angeles. Hein. Là il y a l'euphorie, mais dans la construction, il faut déjà réfléchir à qui tu vas mettre à la place de LeBron à côté de Luka Doncic d'ici
probablement 1, 2, 3 ans, on va savoir. Mais Ils ils trouveront, je pense qu'ils trouveront. Ouais. Je pense qu'ils sont même déjà en train d'appeler Anthony Edwards. Mais sinon, sur cette saison, comme Shai, je dirais vraiment le plus optimiste, c'est finale NBA. C'est vraiment très optimiste, je dirais, mais c'est pas impossible. Je signe tout de suite pour une finale contre Boston. Je trouverais ça magnifique comme finale, un peu le duel Los Angeles-Boston, LeBron qui rejoue une finale contre Jason Tatum. Enfin bref, Tatum contre les Lakers. Il y a tellement de choses. Tatum qui se prend pour Kobe Bryant. Bref, il y a tout un paquet de trucs qui peuvent être très intéressants, mais de manière un peu plus réaliste, si je suis optimiste réaliste, je dirais que jouer une finale de conférence, ça serait déjà très haut. Je pense que ça demande absolument de terminer deuxième pour jouer la finale de conférence. Je suis pas sûr qu'en terminant troisième, tu ailles jusqu'en finale de conf. L'avantage du terrain va être important. C'est pas une équipe qui voyage très très bien les Lakers cette saison. Donc je dirais finale de conf si tu finis deuxième. Et par contre, l'objectif qui me semble absolument réaliste et qui me paraît être le minimum, j'ai pas faire moins bien, c'est que je pense que les Lakers vont passer au moins un tour. Et tu me posais la même question le 1er février, je t'aurais dit non. Bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi je leur prête quand même pas le potentiel de rejoindre la finale NBA. Je pense qu'il faudrait vraiment un scénario très particulier pour que ça puisse se produire. Par contre, finale de conférence, moi ça serait plutôt ça ma réponse sur le scénario maximum optimiste. Et par contre, exactement comme toi Antoine, sur le fait que j'ai peu de doutes sur le fait qu'il fasse au moins une demi-finale de conférence, et j'en étais pas du tout convaincu ni au début de l'année, ni au début de la saison, ni au début de l'année civile. Et rien que ça, c'est assez fou, parce que même finalement, encore une fois, hein, c'est là-dessus qu'on a ouvert, mais on va peut-être pouvoir fermer là-dessus. Au moment du trade, j'étais même pas sûr que c'est forcément changé leur plafond pour cette saison. Et en fait, on voit que si, manifestement, c'est déjà le cas, et c'est en train de se passer devant nos yeux. Donc moi aussi, j'ai toujours respecté les Lakers, qui ont toujours eu des équipes intéressantes ou fortes, l'essentiel essentiel des années où j'ai suivi la NBA, mais c'est une des saisons où je prends le plus de plaisir à les suivre et à les regarder, et je me demande vraiment ce que ça peut donner. Il y a ce côté un petit peu qui est fascinant, je trouve, c'est de match en match, tu vois les choses se mettre en place dans ce collectif. Voilà, bon, on va voir. Après, comme toujours, hein, quand même, on en revient toujours à cette réalité du sport de haut niveau. Ça dépendra de qui a ses meilleurs joueurs sur le terrain au moment où ça se joue, parce que là, on est en train effectivement de s'extasier. Il y a déjà des bobos du côté des Lakers, et comme toutes les grosses équipes, il suffit qu'il y ait un de tes joueurs majeurs qui te manque pour que ça soit mort, hein. Encore une fois. Enfin, c'est pas pour retourner la hallebarde dans la plaie, mais Dallas est en train d'en faire le triste apprentissage en ce moment. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous pensez de cette équipe des Lakers. En tout cas, si vous prenez plaisir à la voir jouer, si vous lui prêtez un potentiel autre que celui dont on a discuté avec Shai et Antoine. Dans tous les cas, nous, on vous retrouve tous les matins de cette semaine pour le CQFR. Est-ce qu'il y aura une late session ce soir, les gars? Absolument. Let's Session, donc voilà, si vous ne savez pas où ça se passait, sur Twitch à partir de 23h tous les mardis soirs, animé par Shai et Antoine. Vous avez tous les liens en description. Et sinon, pour le reste, encore une fois, je vous le rappelle, allez sur basketsession.com. C'est là que vous trouvez vraiment toutes les infos, des articles d'analyse ou des rumeurs ou des sessions même que vous pouvez créer vous-même. Tout ça, c'est sur Basket Session. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.